Eh bien, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Non, finalement. Non, c'est comme vous voulez, non, ça va. Non, quand il y aura des questions après, oui. Parce qu'on aime bien savoir qui parle et répondre face à face, mais là, non. De toute façon, ce n'est pas une conférence, ce n'est pas un débat, c'est une conversation. Avec Éric Vuillard, je suis ravi qu'on se retrouve quelques mois après le Goncourt. Euh, Ça va, vous avez survécu à l'épreuve? Oui, ça va, ça n'a pas l'air d'aller. Non, parce que c'est ce qu'on appelle le Goncourt Circus. Les écrivains ne sont pas tous obligés de le faire, mais la plupart le font. Donc ça fait depuis le mois de novembre, vous êtes sur les routes. Vous avez fait combien de librairies? J'ai pas été sur les routes en fait depuis le mois de Plus novembre. près, Mais disons, pardon. Bonjour d'abord à tous. Non, j'ai été dans beaucoup de librairies que je connaissais en fait auparavant entre le mois de novembre et décembre. Donc là, c'était 22 librairies. Mais depuis en fait au mois de janvier, je suis resté à la maison, j'ai travaillé. Voilà. Mais après novembre, ça a été assez actif. Oui, un petit peu. Les mois les plus actifs sont à venir, enfin, les mois de mars et avril, puisqu'il y a évidemment les traductions, donc je dois me déplacer à l'étranger. Bon, évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est combien, non pas combien vous avez gagné, hein, mais combien d'exemplaires vendus? On nous l'a dit tout à l'heure, alors attendez. Oui, mais ils n'étaient pas là. Oui, mais je sais, mais vous allez me dire si je me trompe, je crois que c'était 350 000. 350 000, oui. Ce qui est un bon concours, comme on dit. On ne va pas citer les mauvais, ni ceux qui sont au-dessus de vous. Les mauvais qui peuvent être de très bons livres. Oui. Mais c'est un très bon concours. Enfin, en tout cas, à l'Académie Goncourt, on est très content des résultats. On évoquera peut-être après le vote sans être indiscret. Vous avez rencontré des lecteurs depuis. Alors, quelles sont les questions qui se posent? De quoi est-ce qu'on vous parle? Quelle est leur curiosité? D'abord, les questions n'ont pas varié par rapport à ce qui a précédé, enfin le Goncourt. Alors, les gens s'interrogent sur la façon dont on décide, dont on choisit de travailler sur telle ou telle période historique, par exemple, souvent s'imaginant que c'est quelque chose qu'on décrète peut-être. Donc, il y a beaucoup de questions sur ce registre. Il y a des questions aussi, enfin c'est très varié, ça peut être sur le titre, pourquoi un titre qui est une expression qui appartient au protocole parlementaire, et puis beaucoup de questions évidemment sur la période elle-même, enfin sur les prémices de la guerre, et où se traduisent, disons, je pense, à la fois la curiosité et les inquiétudes des uns et des autres. Je ne vous ai pas présenté comme on fait d'habitude, parce que j'ai supposé qu'il y avait ce soir beaucoup de vos lecteurs et lectrices, et je ne crois pas me tromper, même si certains tout à l'heure vous feront dédicacer des livres qu'ils viendront d'acheter. Je pense qu'il y a parmi vous des lecteurs de vos anciens livres. Je crois que vous êtes un des rares écrivains à fidéliser les lecteurs de livre en livre. Est-ce que ce n'est pas un peu le cas? J'en sais rien, là je ne peux pas vous répondre, Mais j'espère. Mais vous avez des contacts, vous avez du courrier. Oui, si, bien sûr. Alors, il se trouve aussi que par ailleurs, comme mes livres touchent, enfin une partie d'entre eux, en tout cas à l'histoire, des gens peuvent m'envoyer des lettres qui sont liées aussi à ça, hein, qui sont liées à la littérature, au livre lui-même, mais aussi à leur existence ou à celle de leurs aïeux, de leurs grands-parents, là par exemple, pour l'ordre du jour, mais aussi, je me souviens, pour 14 juillet, avoir reçu 2 courriers au moins de personnes dont les ancêtres avaient participé à la prise de la Bastille. Et puis pour Tristesse de la Terre, donc plusieurs personnes étaient venues me voir parce que leurs arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents avaient vu le Wild West Show de Buffalo Bill, parfois plus proche d'ailleurs, puisque la fille de Jean Giono est venue me dire que son père avait vu le Wild West Show, qu'il lui en avait parlé, etc. Donc, Et là, vous avez reçu une lettre du petit-fils d'Hitler? Non. Je ne savais pas qu'il en avait un. Non, mais il n'en avait pas. Il n'en avait pas. Quand même, avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a une chose qui me taraude toujours, parce qu'on n'a pas le droit de le faire par écrit, mais oralement, comme ça, en cercle intime, on peut le faire. La critique. En principe, un écrivain ne doit pas critiquer la critique. Vous avez été abondamment critiqué, dans le meilleur sens du terme. Il y a eu aussi des réserves, des critiques négatives. J'ai encore en tête le titre
d'un grand article du Figaro Histoire, qui était l'article louangé, hein, mais avait de sérieuses réserves, et c'était Éric Vuillard, un Goncourt au mépris de l'histoire, avec un grand H. Qu'est-ce que vous avez pensé de vos critiques ? En fait, je ne les ai pas forcément toutes lues non plus, parce qu'il y en a beaucoup à un moment qui arrivent, donc je les lis en général, enfin bon, comme tout le monde, mais quand il y en a beaucoup d'un coup, celle-ci par exemple, je ne l'ai pas lue, donc je connais son existence, mais je ne sais pas tout à fait ce que l'article peut dire, enfin donc j'imagine que c'est un point de vue tout simplement différent sur l'histoire, et ce que ça m'inspire, c'est qu'au fond, évidemment, enfin je ne suis pas sans ignorer que l'histoire est traversée par des fractures idéologiques et intellectuelles, des fractures au fond qui sont politiques. Il n'y a pas de point de vue comme ça qui serait innocent, dépouillé en gros de nos appartenances sur l'histoire. Donc je ne suis pas étonné évidemment que mes livres puissent susciter chez certains des réserves ou de la colère ou tout ce qu'on veut. Enfin ça me semble bien naturel. D'ailleurs la littérature au fond a toujours fait ça aussi. Enfin elle peut susciter même dans certains cas de la haine. Enfin j'ai toujours été à la fois comment dire, oui, étonné et en même temps intéressé au fond par le fait que Zola ait suscité tant de haine en son temps, et dès le début d'ailleurs de sa carrière. On a des articles extrêmement méchants, mais quand on prend un peu de recul, vu le point de vue qui était le sien au fond, et sa façon par exemple de s'intéresser de près aux douleurs du peuple, bon, il n'est pas tout à fait surprenant que certains s'en soient pris à lui. Il défendait leurs intérêts. Est-ce qu'il y a des critiques qui vous ont déjà heurté pour ce livre ou pour d'autres dont vous vous souvenez? Si la blessure a été assez forte, en général, on s'en souvient. Non, j'ai plutôt été épargné, donc non, je serais mal avisé de me plaindre quand même. Non, je dois dire, j'ai pas. Alors celui-ci, ça me revient maintenant, celui du Figaro Histoire. En fait, il vous reprochait une vision idéologique de l'histoire, avec votre façon de faire qu'on va examiner. Il vous reprochait de rater la complexité de l'histoire, et au fond, disait-il, c'est une vision marxiste. Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu qu'on reprochait à quelqu'un d'être marxiste, au moins depuis 68. Hein. Et vous êtes marxiste ? En tout cas, j'ai juste regardé une chose, j'ai pas pu accéder à l'article puisque j'étais pas abonné, mais j'ai vu que, je crois pas me tromper, c'est un membre de l'UMP, l'historien. Bon, bah, on n'a simplement pas le même point de vue sur l'histoire, donc je sais pas si je suis marxiste, mais en tout cas, je sais qu'il est membre de l'UMP. Mais vous êtes marxiste ou pas ? Enfin, des républicains. Non, enfin, marxiste, qu'est-ce que ça signifie ? Enfin, comment dire ? En tout cas, je prends au sérieux l'histoire, c'est-à-dire je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui parler d'égalité, de liberté, d'un certain nombre de choses sans les incarner dans des événements. Vous voyez, donc ça, bon, on peut considérer ça comme un point de vue marxiste. On peut évidemment deviser abstraitement de la liberté dans un bureau en regardant la neige tomber à travers des vitres. Il me semble que depuis le 19e siècle, et pas seulement à travers Marx, au fond, si on veut prendre au sérieux ces choses, si on veut essayer de comprendre au fond ce que sont ces idées, eh bien elles se sont incarnées dans des événements et dans des faits. En quelque sorte, on peut dire que les concepts au XIXe siècle sont tombés dans l'histoire, au fond, sont tombés dans les événements. Et c'est à travers eux que j'essaie du coup de réfléchir. Bon, finalement, Alain Decaux était marxiste. C'est possible, je n'ai pas d'informations là-dessus. Si je m'en tiens à votre définition. Non, vous croyez, par ailleurs, je prends aussi Marx pour un grand écrivain. On peut le prendre d'une autre façon. Les récits qu'a écrit Marx sont des récits, je trouve, tout à fait enlevés, spirituels, enfin, et qui méritent absolument d'être lus. Vous avez une manière qui est bien à vous, qui est bien particulière. Ce sont des récits historiques. Hein, on peut appeler ça comme ça ? Récits tout court ou récits historiques. Même si les catégories des genres aujourd'hui sont transfrontaliers et transnationaux. Ça a tendance à se dissiper. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir inventé une forme, perfectionné une forme qui existe déjà ? Est-ce que vous avez une inspiration formelle qui vient de quelque part ? Ou bien ça s'est imposé ? Ça s'est plutôt imposé, au fond, d'un coup même, mais sans que je me rende bien compte au départ de ce dont il s'agissait. En fait, j'étais en train d'écrire un livre qui appartient plutôt, enfin, qui est un livre que j'ai appelé Roman, Conquistador, qui est un livre plus long que ceux
ont suivi, mais qui portent déjà donc sur l'histoire. Et en fait, j'avais un premier jet assez long qui me plaisait, et en même temps, il fallait le réécrire, et j'étais donc un peu découragé à l'idée de réécrire. C'est un roman qui doit faire à peu près 500 pages, hein, donc à reprendre en entier, ça me paraissait être un peu au-dessus de mes forces. Bon. Et puis de surcroît venait une autre veine, si vous voulez, puisque Conquistador est un texte au ton un peu plus altier, peut-être, là encore, que ceux qui suivent. Et j'avais une veine plus satirique, au fond, qui me venait, et je ne voyais pas du tout comment m'en servir dans Conquistador. Enfin, je risquais de tout gâcher. Et puis, je ne sais pas, j'ai dû passer quelques semaines un peu désœuvrées. Et donc, ça faisait de nombreuses années, entre autres, que je m'intéressais au tout début de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire à cet épisode très curieux où les Allemands, au fond, entrent en guerre de façon triomphale, exécutent un plan tout à fait savant. Tout ça a l'air de... Enfin, on dirait que l'armée allemande se déroule sur le territoire français comme un rouleau de moquette, un petit peu. Et puis tout à coup, vous savez, il y a ce recul brutal, enfin, l'épisode merveilleux des taxis. Comment se fait-il que brutalement, une offensive qui semblait devoir être victorieuse ait été comme ça défaite? Ça m'a toujours intéressé. Alors, à ce moment-là, je lisais différents livres portant sur la Première Guerre, et dans l'un d'entre eux, un livre d'histoire, j'ai trouvé une phrase qui portait sur les nuances de couleurs qui distinguent les régiments de la cavalerie autrichienne. Bon, comme ça semble pas très drôle, et alors ces nuances de couleurs, ce sont la marande, le carmin, le homard, et donc la phrase telle quelle plaçait le homard au milieu des couleurs. Donc on avait la marante, le homard, le carmin, l'écarlate, donc les grandes couleurs, si vous voulez. Et puis, comme je fais souvent, et comme je pense beaucoup d'écrivains font également, cette phrase me paraissait un peu bancale, rythmiquement, et j'avais le sentiment que si on la réécrivait autrement, elle aurait eu plus de sel, qu'elle était plus tonique. Donc je l'ai réécrite. On distingue les régiments de l'armée autrichienne de subtiles nuances de couleurs, l'écarlate, la marante, le carmin et le homard. Évidemment, ça devenait tout de suite beaucoup plus drôle, et bon, l'armée autrichienne n'en sortait pas grandie, évidemment. Et puis, j'ai écrit un premier chapitre comme ça, sans du tout imaginer qu'un livre sortirait. Et ensuite, le soir ou le lendemain, en relisant ce chapitre, je me suis dit, tiens, c'est marrant, mais au fond, cette phrase, d'abord, avait suscité autre chose autour qui regardait ce que je vais dire. C'est que cette phrase qui a l'air anodine, le fait de placer le homard à la fin et donc d'adopter une attitude ironique quant à ces nuances de couleurs, en réalité signifiait quelque chose sur la guerre et sur cet échec dont je parlais. C'est-à-dire, ça signifiait que l'armée autrichienne avait un fonctionnement d'ancien régime. Quand on distingue sur de telles nuances de couleurs, vous voyez, les régiments de cavalerie, déjà, il ne faut pas trop que les types soient daltoniens, ça peut créer des problèmes techniques, mais il faut surtout, on voit que se traduit là, en fait, un souci d'élégance, évidemment, qui les honore, mais qui, pour la guerre, n'est pas ce qu'elle demande. Et ça a fait écho à autre chose, en fait, à notamment une théorie qu'avait développée De Gaulle sur, l'armée allemande, qui, elle, était habillée de felgros, tout allait bien de ce côté-là, mais elle avait un autre problème avec les Autrichiens, d'ailleurs, c'est que l'unité du commandement ne s'était produite que tard dans la guerre, et en partie c'était le mauvais fonctionnement, si vous voulez, de l'état-major général qui était à l'origine de la défaite. Or ça, pour ma part, je l'imputais aussi à un rapport à l'Ancien Régime, puisque la plupart de ces gens portaient particules. Et du coup, finalement, il m'est apparu que ça expliquait pourquoi von Kluck, puisque c'est l'épisode qui tout à coup fait de cette fabuleuse offensive un échec, tout à coup, quand Lanrezac, donc un général français, se met à décrocher, von Kluck, au lieu d'appliquer les ordres, au lieu d'appliquer le plan Schlieffen, va partir à la poursuite de Lanrezac pour l'arrêter et l'encercler. C'est-à-dire qu'en fait, il suit quelque chose qui appartient à un rite ancestral. On lui a appris, quand il était petit, qu'il y a eu de grandes batailles dans l'histoire, la bataille de Cannes, vous voyez, Hannibal, etc. Et donc il veut tout à coup être Hannibal sur le territoire français et commettre comme ça un grand mouvement d'encerclement. Mais évidemment, du coup, il fait défaillir le plan général, et c'est en partie, je crois, pourquoi
l'offensive échoue. Donc on voit comment d'une petite phrase, au fond, tout à coup, on peut, un livre peut en sortir. Et c'est comme ça que le premier, si vous voulez, livre de cette série d'autres livres est venu. Donc j'avais pas tout à fait pensé à cette rencontre, un peu, disons, de la pensée, de l'écriture et de la narration. Et quand je l'ai relu, bon, je l'ai gardé dans un tiroir. J'ai repris Conquistador. Je l'ai gardé 2 ans dans un tiroir. Et puis je l'ai un petit peu corrigé 2 ans plus tard et publié, et les autres se sont succédés. Au fond, à l'origine de toute votre œuvre, il y a une question de homard. C'est bon à savoir. La théorie du homard, chez Éric Vuillard, ça ferait une thèse. Un écrivain, c'est une sonorité, c'est un son. Le vôtre, on le reconnaît tout de suite, en prenant n'importe quelle page. Alors, il y a de l'ironie, on vient de l'entendre, de l'humour, de la dérision. Évidemment, il y a des grandes lectures, c'est irrigué par des grandes lectures historiques, mais qui sont après laissées de côté. Il y a aussi de la cruauté. Je ne dirais pas du cynisme, mais un peu de cruauté dans les portraits notamment. Pas de tous, bien sûr, mais et là je parle de l'ensemble de vos livres. Vous aimez bien ça, c'est-à-dire appuyer là où ça fait mal, que ce soit dans les descriptions physiques ou description de caractère. Je crois que ce trait-là est un trait qui appartient aussi en propre à la littérature, au fond. Je ne pense pas être seul. Non, mais on ne trouve pas ça partout. Oui, sans doute, mais je crois qu'au long cours, au fond, il y a une histoire de ça, réellement, et une histoire, je dirais, moderne. Alors évidemment, ça existe aussi sous l'Ancien Régime, mais je pense que pour une part, cette forme d'humour-là, en tout cas, c'est une forme qui apparaît après la Révolution française. C'est quelque chose qui permet, finalement, de décaper le monde social. Et parce que le monde social, on nous le présente sous un registre quand on est enfant, ce qui est normal, à l'école, un peu partout, nos parents avec une certaine réserve. Donc, on s'imagine, je sais pas, on s'imaginait donc au début du 19e que les gens s'épousaient par amour, c'est ce qu'on racontait aux jeunes femmes, etc. Et puis après, elle lisait par exemple Madame Bovary et elle déchantait sérieusement. Vous voyez, c'est pas tout à fait ce que ça raconte. Et puis, ou alors la vieille fille de Balzac, par exemple, où on voit comme ça toute la ville d'Alençon tournicotée autour d'une affaire de mariage, tout simplement parce qu'elle est assise sur un magot. Donc, ces descriptions très méchantes et qui décapent le monde social, je crois que c'est la littérature, au fond, pour une part, après la Révolution, qui s'en charge. Et elle s'en charge à travers une histoire qui est très, très variée. Tout à l'heure, parce que vous êtes nourri de Balzac. Beaucoup. Vous êtes très imprégné par son œuvre. Balzac ou beaucoup d'autres, puisque je citais là Madame Bovary, donc Flaubert, on trouve ça chez Stendhal aussi. Lucien Leuwen, c'est aussi d'une méchanceté terrible sur à la fois la vie de province, l'administration, aussi bien l'aristocratie que la bourgeoisie. Enfin, tout le monde en prend pour son grade. Et puis, plus proche de nous, Aragon, les romans d'Aragon peuvent être d'une cruauté aussi très grande. Je crois que cette cruauté est une façon de faire voir. En quelque sorte, elle abolit la distance que la politesse, l'éducation, les bonnes manières nous apprennent à avoir à l'égard des autres. C'est-à-dire, tout à coup, quand on écrit, on ne fait plus ça. On n'est pas là pour tendre un siège au personnage, pour qu'il soit bien assis, être sûr que la nourriture est excellente, qu'ils ne vont pas être empoisonnés. On n'est pas là pour ça. On est là pour essayer de regarder un petit peu ce qui se passe derrière le rideau, au fond, d'essayer de décrire, au fond, les masques. Vous avez cité quelques écrivains qui vous ont nourri, qui ont irrigué vos recherches et l'esprit de vos livres. Mais est-ce qu'il y a eu un modèle ? Parce que, bon, vous avez, de manière empirique, créé votre forme, même si d'autres vous ont précédé sur ce chemin, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous ayez eu un modèle. Est-ce qu'il y en a eu, chemin faisant, est-ce qu'il y a eu des écrivains ou des livres, tout court, qui vous ont suffisamment marqué pour que vous vous disiez, tiens, là, il y aura peut-être quelque chose, un modèle à suivre ?
Non, je ne pense pas. Je pense que ce qui m'intéresse appartient plutôt, là encore, au mouvement général, au fond. Quand on est, évidemment, enfin, quand on est jeune, tous, on s'arrête à plusieurs reprises et on a plusieurs modèles. Je ne sais pas d'ailleurs l'influence réelle qu'ils peuvent avoir sur nous, mais on se passionne pour... on a des dizaines de modèles, ça se succède depuis l'adolescence jusque tard. Et puis tout à coup, en tout cas pour moi, ça s'est évanoui, ce rapport-là. C'était au fond un rapport faux, c'est un rapport qui est lié à un narcissisme encore fragile, enfin, qui est celui de l'adolescence et de la jeunesse. Non, ce qui m'intéresse le plus, et ce qui m'a, je crois, le plus marqué, ce qui au fond, je pense, marque tout le monde, c'est le mouvement général. Là, on voyait ça sur la composante humoristique, mais au fond, ce qui est intéressant, ce qui me touche le plus, c'est comment, par exemple, telle ou telle figure, à travers la littérature, est traitée par les différents écrivains, et comment peut, au fond, comment chacun apporte une sorte de contribution à l'éclairage du monde. Pour en donner un exemple concret, au fond, avant le personnage de Fantine dans Les Misérables, le rapport qu'on a aux ouvrières ou à la prostitution est un rapport qui naturalise la position, qui en gros construit ces personnages comme s'ils avaient existé de toute éternité. C'est-à-dire qu'il y a une prostituée, point barre, voilà, elle a toujours été comme ça. Bon. Et puis là, tout à coup, non, sa trajectoire nous est racontée, c'est-à-dire il y a des tribulations, elle rencontre un jeune homme, celui-ci s'en va, elle a un enfant, il lui faut travailler, elle est renvoyée, il lui faut le nourrir, et c'est comme ça que de fil en aiguille, donc, elle tombe dans la prostitution, elle vend ses dents, enfin tout ça donc est une succession d'événements réels qui sont pris dans le monde social. Seulement, à la toute fin de cette histoire, on a un personnage tutélaire qui se penche sur elle et qui est Jean Valjean. Et ça, le fait qu'un forçat repenti se penche sur vous pour vous aider au dernier moment, eh bien, ça ne se produit jamais. C'est l'élément de fable, très beau, très émouvant, mais d'une certaine façon qui lui appartient au passé de la littérature, je crois. Alors que chez Zola, un petit peu plus tard, avec l'Assommoir et Nana, on a une autre trajectoire du même ordre, un petit peu vers la prostitution, mais là c'est infiniment plus proche, je pense, de la réalité sociale telle qu'elle se produit, et ça se termine beaucoup plus mal. Mais là encore, je crois, on a une composante, on peut dire, fictionnelle, et donc de fable, au fond, on peut dire presque de mensonge, dans ce cas, qui continue à être forte. C'est, je pense, elle se traduit dans la trajectoire des personnages. C'est-à-dire Coupeau, dans l'Assommoir, qui épouse Gervaise, tombe du toit. Alors certes, il arrive que des ouvriers tombent du toit, se blessent, etc. Mais ça n'arrive pas à tous tout de même. Et donc ça donne une sorte de trajectoire tragique, au fond, qui est exploité par Zola pour nous toucher, au fond, et pour faire du personnage de Gervaise un personnage qui va sombrer. Eh bien, cette composante-là, c'est la composante de fable qui, elle aussi, appartient au passé, mais qui devient à ce stade vestigial, puisque ce que fait Zola de plus qu'Hugo, c'est qu'il enquête, par exemple. Et donc les carnets d'enquête, là, sont un pas, on peut dire, supplémentaire vers la réalité. Et c'est ça, je crois, qui me touche le plus dans la littérature. Et au XXe, on va voir apparaître d'autres formes. D'abord, on va voir les sciences humaines sortir de la littérature et qui sont, elles aussi, une route vers la réalité. Et puis, je pense, je sais pas, à cet écrivain américain, ou je sais pas comment dire, journaliste, Stud Terkel, qui fait des livres d'entretien. Il en a fait de très beaux sur la Grande Dépression, Hard Time, il en a fait sur la guerre, War, et qui sont pour moi des livres tout à fait de littérature, au fond. Il a un art de l'entretien, un art du montage de ses entretiens, c'est vraiment très, très fort, et c'est là encore une des manières dont au XXe siècle, se penchant vers la réalité, qui est l'un des traits, je crois, centraux de la littérature, est marqué, et qui, voilà, m'intéresse beaucoup. Est-ce que pour vous c'est un genre, parce que j'ai l'impression que quand vous vous intéressez, vous vous immergez dans les archives, en tout cas peut-être pas dans les archives, mais dans les livres d'histoire, ce que vous faites à chaque fois, parce que tous vos récits sont historiques et ils sont tous baignés par l'histoire, donc par des livres déjà écrits. Ce qui vous intéresse, c'est le détail. Et en fait, c'est le détail que les autres n'ont pas été voir. Parce qu'au fond, il y a même des gros détails. Les avaries des tanks de l'armée allemande au moment de l'Anschluss. Et après, vous en parlez. Est-ce que d'autres en parlent autant ? Est-ce que c'est si important ? Parce que c'est des choses qui frappent. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, vous avez le génie de trouver ce détail. Le homard, c'est un détail. Parce que
On peut très bien comprendre cette histoire-là sans savoir ça. Mais c'est un don de repérer ces détails et de faire comprendre des choses aux gens, aux lecteurs, à travers ça. Est-ce que, bien que ça réussisse à chaque fois, est-ce que ça ne vous fait pas passer un petit peu parfois à côté de la complexité de l'histoire et des mécanismes historiques? Alors juste pour le homard, c'était une manière d'insister sur la façon dont ça pouvait venir par l'écriture elle-même, et donc pas forcément par la réflexion. C'est-à-dire le premier mouvement peut être lié simplement à une phrase. C'est en cela que le fait d'écrire compte. C'est-à-dire on pourrait simplement réfléchir à l'histoire, et je crois que on est voué à l'écrire aussi. Et donc si on l'écrit, si on prend ce mot d'écrire au sérieux et qu'on le détache même d'histoire, au fond, c'est en écrivant qu'on effectue certaines découvertes. Il y a sans doute des choses qu'on ne peut découvrir qu'en écrivant. Donc là, c'était un exemple sur ce point. Pour le 14 juillet... Par exemple, là, ce sont les archives qui comptaient, les livres aussi, bien sûr, d'histoire et d'historiens, mais au fond, c'est en relisant et relisant Michelet par goût pour son style, et puis pas seulement, par la puissance de ce qu'il raconte, puisque quand je lisais le 14 juillet de Michelet à l'intérieur de son très grand livre sur la Révolution, depuis gamin, j'étais très ému par plusieurs passages, et celui-ci était l'un des passages que je lisais aux copains quand on se retrouvait, je ne sais plus, entre 18 et 25 ans, et qu'on avait bu un coup à 2h du matin, qu'on parlait, je ne sais pas, de la Révolution française, de Michelet, et l'un d'entre eux disait « Ah non, moi ça ne m'intéresse pas du tout ». On lui disait je sortais mon bouquin de Michelet, je lui lisais le passage du 14 juillet, et en principe ça marchait, voilà, il était converti. C'était le 14 juillet de Michelet, qu'est-ce qu'il a de différent? C'est tout à fait différent. Alors, donc, pendant longtemps, si vous voulez, ça me séduisait, et je pouvais avec ça attraper des camarades et les convertir à Michelet ou à la Révolution française ou à je ne sais quoi. Et puis à la littérature, enfin. Et puis en le relisant avec l'âge, en ayant lu d'autres choses, et puis tout à coup, une simple lecture même intrinsèque a suffi. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible, ça ne marche pas. Enfin, ça marche, oui, ça marche pour Michelet, ça marche pour nous convertir à la République parlementaire à un moment donné, mais le problème du 14 juillet de Michelet, c'est que la moitié du récit porte sur l'ambassade de Thuriot de la Rosière en fin de matinée. Thuriot de la Rosière est un bourgeois qui part de l'hôtel de ville pour pénétrer dans la citadelle et demander simplement l'introduction d'une milice bourgeoise. Bon, à ce moment-là, il discute un peu avec le gouverneur, Delaunay lui monte au sommet de l'une des tours, et Michelet, à ce moment-là, nous monte un petit dialogue qui est évidemment dans aucune source qu'il invente et qui est un dialogue un peu enlevé où Delaunay dit si je me souviens bien, à Thuriot, monsieur, vous abusez de votre fonction de parlementaire. Donc ouais, ça ronfle beaucoup. Et puis le ton même de Michelet est un ton très lyrique, puisqu'il nous dit avec lui, c'est toute la Révolution qui entre dans la Bastille. Cet homme est un dogue. Il sera là au début, il fera tomber la Bastille, et à la fin, il fera tomber Robespierre. Enfin, c'est à peu près ça. Donc on voit qu'il en fait un personnage majeur, si vous voulez, de la Révolution. Or, il suffit de feuilleter quelques livres pour s'apercevoir que Thuriot est un personnage qui a compté un petit peu, mais enfin, de là à en faire un personnage qui ouvre et clôt la Révolution française, il y va un peu fort. Et puis quand il est sur la tour, Michelet, il y a une mise en scène absolument sublime de Michelet, puisque, voulant s'assurer que les canons ont bien été retirés des embrasures, Thuriot s'approche un petit peu, regarde, et puis Delaunay lui dit écoutez, le peuple, en gros, s'impatiente, montrez-vous, monsieur. Et donc il se montre. Et à ce moment-là, le peuple du faubourg Saint-Antoine arrive comme répondant à sa présence sur la tour et l'applaudit. Voilà. Et donc Michelet nous dit qu'il y eut une immense clameur. Et donc en relisant ça, tout à coup m'est apparu que c'était au fond un montage, une scène tout à fait idéologique. Mais alors là, au sens le plus lourd du terme même, puisque que voit-on ? C'est la mise en scène du clivage entre le représentant du peuple et le peuple. On a au sommet de la tour celui qui peut parler, qui a la parole et qui dialogue, et tout en bas, on a cette immense clameur qui n'est rien d'autre que le suffrage universel, c'est-à-dire un cri unanime si possible, ce serait formidable, et point barre, ça se termine là. Et ça, eh bien, c'est Michelet, au fond. Ça n'est pas le 14 juillet, puisque Thuriot, dès qu'il sort de la Bastille, se fait étriller par le peuple qui lui demande des comptes, tout simplement parce que ce qu'il exige auprès de Delaunay n'est pas ce que le peuple souhaite. Il ne souhaite pas du tout l'introduction
création d'une milice bourgeoise. Et donc, à ce moment-là, Thuriot repart dans son district, passe à l'hôtel de ville, et son dernier fait d'armes, ce jour-là, consiste à écrire un petit discours avec la bourgeoisie de l'hôtel de ville pour déclarer au balcon que le gouverneur de la Bastille a promis de ne pas faire tirer sur la foule. Et avant que ce discours ait pu être terminé, les premiers coups de canon retentissent malheureusement. Et on peut donc dire que Thuriot de la Rosière incarne le fait que la première fois qu'un parlementaire a pris la parole en public devant le peuple, il a été démenti aussitôt par les faits. Voilà. Donc, quand on regarde le texte de Michelet et qu'on se dit que tout ça prend la moitié de sa description du 14 juillet, quand on voit le peu d'importance de Thuriot, il y a donc un autre 14 juillet tout de même qui est possible, sans être, vous voyez, d'une originalité délirante. Et là, il consistait, pour le faire, il était important, primordial, d'aller aux archives et d'essayer de retrouver donc de ne pas se contenter de l'hôtel de ville, qui n'était pas la Bastille, mais d'aller chercher dans les archives la trace de ce qui s'est passé durant cette émeute qu'est le 14 juillet, et ce qui est un enjeu en plus littéraire, précisément depuis la deuxième... Oui, la trace qui vous plaît, pour en faire vous ce que vous voulez, comme Michelet finalement. Je ne pense pas, non, c'est pas la trace qui me plaît, c'est que le 14 juillet est une émeute. Une émeute, c'est, alors là, au bas mot, d'après ce que disent les témoins du temps, 200 ou 300 000 personnes. Donc donner, disons, la moitié de son récit à une personne, vous conviendrez que c'est un déséquilibre assez marquant. On a l'habitude de ces déséquilibres aujourd'hui. Mais tout historien, tout écrivain est un homme de déséquilibre puisqu'il fait des choix. Par exemple, vous-même, dans l'ordre du jour, vous faites le choix d'appuyer sur les origines aristocratiques de Lord Halifax pour dire que finalement, la solution d'un apaisement prôné par Halifax avec les Allemands, avec les nazis en l'occurrence, c'était quelque chose qui était plus ou moins dicté par ses origines de classe, par sa nature de classe, donc des origines aristocratiques, son appartenance à la High Society. Est-ce que ça, ce n'est pas un point de vue idéologique, un point de vue politique, qu'on retrouve, d'ailleurs, ce n'est pas un reproche, on le retrouve en ce moment dans les Heures sombres, le film sur Churchill que beaucoup de gens ont vu, et Halifax, qui est très bien campé, justement, par un très bon acteur, à cette morgue que vous évoquez. Est-ce que ça, ce n'est pas une lecture délibérément idéologique des choses ? Je ne crois pas dire dans le texte, en tout cas, que son origine sociale est responsable de toutes les décisions d'Halifax. Hein, non. Ce que je fais dans le texte, c'est que je lis, je m'adosse au fond à ses propres mémoires. Hein, donc c'est un document qui lui appartient, dont il est tout de même responsable. On ne peut pas dire de cette façon, que je lui tire une balle dans le dos avec un document que je sortirais de derrière les fagots, une lettre d'une maîtresse vexée, etc. Bon, donc que dit-il dans ses mémoires ? Déjà, le titre de ses mémoires, c'est « Plénitude des jours ». Or, une grande partie de ses mémoires ont pour intérêt de nous raconter la Deuxième Guerre mondiale. C'est donc un titre en soi qui est d'une arrogance tout de même, ou alors en tout cas d'une insouciance pour le moins curieuse. Et pour le passage qui m'intéresse et qui, je crois, est crucial tout de même, qui est un détail en un certain sens, je suis d'accord, mais qui tout de même est révélateur de quelque chose. Il s'agit d'une visite à Göring et Hitler, qui est une visite qui n'est pas tout à fait anodine, puisqu'elle est en marge, au fond, de la vie diplomatique. Donc elle est en un certain sens personnelle, c'est à son initiative qu'il l'a fait, mais tout de même c'est un personnage qui représente en quelque sorte la nation britannique, et qui va librement, sans que Chamberlain l'ait mandaté, sans avoir été mandaté par personne, dire au fond à Göring et à Hitler, eh bien, vos revendications en partie sur la Tchécoslovaquie et le reste sont en légitime, nous pourrions en discuter à condition que ça se fasse dans la négociation, bien sûr, etc. Bon, ce qui est, à cette période-là, tout de même, on peut dire, un geste de sympathie, ou d'apaisement, mais alors en un sens vraiment très curieux, à l'égard du Troisième Reich, qui mérite qu'on s'y arrête. Et lorsqu'il le fait, il se trouve qu'il nous raconte que lors de son arrivée au Berghof, donc il est accueilli, et
dans une scène très curieuse où lui-même manie l'humour, hein, une scène où il souhaite entraîner le lecteur mettre le lecteur de son côté, si vous voulez. Il nous raconte comment il regarde en bas, il aperçoit simplement des pantalons. Alors, il le décrit avec beaucoup de méchanceté d'ailleurs, et ce qu'il appelle des pumps, donc des grolles en fait, hein, des pompes. Et j'ai pas osé d'ailleurs reprendre le terme, donc au contraire, j'ai baissé la note pour pas qu'on vienne me reprocher ou que le lecteur surtout puisse penser que j'exagère et que j'invente. J'ai mis des souliers, vous voyez, pour être dans la note, mais crédible. Au fond, il est pire que moi. Enfin, ce qu'il dit est pire que ce que je lui fais dire. Et à ce moment-là, il nous dit, et puis ayant vu ces grolles, je passais donc mon manteau, pensant que c'était un valet de pied, et j'entendis une voix rauque qui me disait « c'est le Führer ». Je levai les yeux, c'était Adolf Hitler. Et donc, c'est ça la scène tout de même. Et là, immédiatement, au fond, il y aurait différentes manières de l'expliquer. On pourrait, d'une certaine manière, être encore plus méchant, penser que c'est pure bêtise, etc., etc. J'ai préféré attribuer ça à une morgue de classe. C'est-à-dire que ce qui m'apparaît dans ce passage, c'est qu'il essaie de nous faire rire sur Hitler. Alors, quand on le lit, on rit, mais on rit jaune, on se sent gêné presque de rire. Alors, comme c'est Hitler, évidemment, on est tous d'accord. Sauf que tout à coup, ce qui ne va pas, c'est qu'il essaie de nous faire rire sur le seul registre qui ne convient pas, c'est-à-dire social. Il a des pompes, des pantalons mal taillés, c'est un pauvre type, quoi, auquel il tendrait son manteau comme un valet de pied, parce que c'est ce qu'il nous dit tout de même. Et puis surtout, l'importance que ça a par rapport à la guerre, c'est qu'aussitôt, on se dit, mais cet homme est tout de même aux manettes. Et on a donc là une cécité sociale terrible. Il est en train de prendre le dictateur qui va devenir le plus puissant d'Europe pour un valet de pied, pour quelqu'un qui va être amené à diriger les affaires. Oui, enfin, c'est un sentiment partagé, non seulement par l'aristocratie allemande, mais même par l'armée allemande, par les officiers de l'armée allemande. Donc ce n'est pas uniquement propre à Halifax, cette espèce de mépris de classe. Oui, bien sûr. Non, ça n'est pas du tout propre à Halifax. Mais ce qui est justement, je pense, intéressant dans ce passage, enfin, ce qui, moi, m'a intéressé, en tout cas, c'est justement le fait d'introduire cette donnée-là qui me paraît pas négligeable, qui est qu'effectivement, une grande partie des classes dominantes de cette époque vont mépriser un certain nombre d'individus et, du coup, ne pas se rendre compte ou même entretenir une certaine complaisance, éventuellement, en plus de surcroît et de façon contradictoire avec leurs idées, et si ce n'est les encourager, au moins permettre leur installation dans des conditions tout à fait faramineuses. Vos livres sont aussi des récits politiques. Vous avez une vision politique de l'histoire, ce qui est le cas de la plupart des gens qui écrivent sur l'histoire. Même un Stefan Zweig, qui est au départ un écrivain, son écriture de l'histoire est politique nécessairement, même sur Marie-Antoinette ou sur d'autres. Est-ce que pour autant la vôtre est idéologique, ce qui vous est parfois reproché? Je pense que toute écriture est idéologique. Je pense que l'idéologie, alors ça demanderait à être défini, parce que c'est un terme qu'on a beaucoup employé de façon assez galvaudée, disons, ces 30 dernières années. On a presque inversé le terme. Au fond, l'idéologie, c'est un système, disons, de pensée qui englobe beaucoup de choses, à la fois des gestes, à la fois des images. C'est toute une production sociale, en fait, qui nous traverse tous. Donc je ne crois pas qu'aucun récit puisse même, et aucun livre, et aucune pensée, et aucun individu puisse se dire débarrasser de l'idéologie. Ce serait dans ce cas-là souscrire à la position dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée d'une littérature ou d'une science sociale qui serait comme hors du monde, comme ça, sur un sommet neigeux, qui regarderait le monde ensoleillé et porterait, disons, un jugement froid et objectif dessus. Ça n'est pas possible. Donc au fond, on peut lutter contre l'idéologie, enfin, et continuer malgré tout à être traversé par elle. Il y a là-dessus un exemple que donnait Sartre, que je crois tout à fait juste. Sartre disait, parlait du racisme comme système idéologique, disait, évidemment, je pense en être en grande partie débarrassé, mais je me suis rendu compte à un moment que j'étais en quelque sorte trop aimable avec les Africains que je rencontrais. C'était condescendant. J'étais plus aimable avec eux qu'avec les autres. Eh bien, cette réflexion de Sartre vise à dire que, quand bien même, comme Jean-Paul Sartre, on est peu suspect d'être raciste, eh bien, il est possible qu'un reliquat soit là tout de même et traîne au fond. Voilà. Donc je pense que les livres sont pas du tout, peuvent jamais se placer hors de l'idéologie même qui réprouve totalement. Non ? Oui.
Sauf que certains auteurs mettent peut-être leur écriture littéraire au service de cette vision idéologique de l'histoire, alors que d'autres, finalement, c'est secondaire, ils s'y laissent prendre. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous appartenez à la première catégorie. Oui, vous voulez dire qu'il y a deux attitudes. Enfin, il peut y avoir une attitude qui tâche d'être consciente que l'idéologie de toute façon nous occupe et qu'on a affaire avec ça, et ceux qui s'imaginent, oui, enfin, j'espère quand même qu'on est assez nombreux à s'imaginer que l'idéologie est là et qu'il faut avoir affaire avec, mais il est certain que, et c'est pas seulement l'histoire d'ailleurs, je pense que c'est un problème pour la littérature aussi, enfin, je pense que on peut s'imaginer en tout cas assez facilement, peut-être encore plus d'ailleurs que l'histoire, que la littérature est une activité innocente, un peu à part. Vous voyez, tout ce qui est dit sur le registre de l'imaginaire, de l'imagination, de l'invention, etc., se présente comme ça, comme quelque chose qui est presque hors du monde, en tout cas innocent des crimes, innocent de tout ce qui se produit autour de nous, innocent des rapports sociaux. Or, c'est évidemment faux. Quand l'ordre du jour a été couronné du Goncourt, j'ai été frappé que la plupart des observateurs notent que ça paraissait en même temps que la disparition de Joseph Mengele et d'Olivier Guèze, autre grand succès primé par le Renaudot, et que finalement, cette concomitance des deux était un signe des temps. Or, pour moi, ce n'est qu'une coïncidence. Moi, j'aurais plutôt rattaché le succès de l'ordre du jour d'un autre phénomène littéraire ou éditorial, qui n'est pas du tout celui sur Mengele d'Olivier Guèze, mais qui est l'histoire mondiale de la France de Patrick Boucheron. Je veux dire par là que ça relève d'une même logique, d'une même sensibilité, et à la limite, si l'histoire était parue après votre Goncourt, j'aurais pu imaginer que ce serait à vous qu'on aurait demandé, vous, écrivain d'histoire, et non pas historien ou écrivain tout seul, mais écrivain d'histoire. C'est à vous qu'on aurait demandé la préface de ce gros livre, Histoire mondiale de la France, qui est un livre, bien entendu, qui part d'un parti pris politique, bien entendu, et qui est un livre qui a pour ambition de remodeler, et révolutionner aussi la manière historique et la vision de l'histoire des Français, pour la déconstruire et l'ouvrir davantage. Je me suis dit, tiens, là, il y a une vraie proximité, non seulement entre Boucheron et vous, mais entre vos deux entreprises. En tout cas, on voit tout d'abord que l'histoire est au cœur, d'une certaine manière, de nos inquiétudes. Qu'elle est un des moyens de traduire, peut-être, aussi bien d'ailleurs pour les historiens, puisque cette entreprise collective traduit ça aussi. Elle traduit que tout à coup, les historiens collectivement, pour une part d'entre eux, s'inquiètent d'une certaine façon. Je crois même que, de manière beaucoup plus générale, lorsqu'une fracture apparaît, disons, dans l'histoire d'une science humaine ou de la littérature, c'est précisément lié à des événements qui sont extérieurs, au fond, et qui les ont comme frappés. On peut dire que la Première Guerre mondiale, par exemple, a tout à fait rebattu les cartes. On ne peut plus écrire de la même manière quand on s'est retrouvés dans les tranchées ensemble pendant 4 ans. On voit que les romans de la Première Guerre, que ce soit Céline, que ce soit Barbus, que ce soit Giono, ne parlent pas du tout des états-majors, par exemple. Ça ne les regarde pas. Ils parlent de la souffrance du peuple au long cours. Et on peut dire que les historiens font la même chose. L'école des annales, d'une certaine manière, sort de là aussi. Elle se met à délaisser ce qu'on appelle l'histoire diplomatique, c'est-à-dire l'histoire des grands hommes et de leurs exploits, puisque ça, avec la Première Guerre mondiale, ça n'existe plus. Quand presque, à certains moments, la moindre journée fait plus de morts que les grandes batailles de Napoléon, les exploits, c'est fini, quoi. Les grands hommes sont morts, si je puis dire. Et donc, à ce moment-là, les sciences humaines, elles aussi, au fond, sont entraînées aimantées par l'événement, enfin, et le reconfigurer en somme par lui. Alors aujourd'hui, je pense que ce que ça traduit, c'est autre chose. Évidemment, il ne s'est pas produit d'événements majeurs comme ça qui ait rebattu les cartes, mais c'est une inquiétude plus générale sur l'avenir. Et à mon sens, au fond, ce qui est le plus troublant pour nous tous, c'est que aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est coupé en deux, enfin littéralement coupé en deux, et que nous le savions, le monde a toujours été coupé en deux, il l'est de plusieurs manières. Les continents sont séparés les uns des autres par des continents misérables et d'autres non, à l'intérieur de ces continents par des villes plus riches, des campagnes ou des périphéries très pauvres, et à l'intérieur même des villes d'autres clivages. Enfin, les clivages sociaux se répètent, et donc ce clivage traverse au fond toute la société et la planète entière. Seulement, s'il est structuré
perdurant depuis l'aube des temps. C'est ce que Rousseau nous dit dans son beau discours, hein, au fond, puisque l'origine des inégalités remonte très loin. En somme, aujourd'hui, elles s'accroissent tout de même. Et c'est ça, je crois, qui vient tout à coup restructurer le champ de la pensée. C'est que, et le mobiliser autrement, à son insu même, le cas échéant. C'est-à-dire, on ne peut pas écrire de la même manière dans un monde où, en somme, on ne côtoie quasiment plus l'autre côté de la barrière. Il suffit de voir aujourd'hui, j'ai pris le train pour venir, et bien dans le train aujourd'hui, il n'y a que les classes moyennes dans le TGV, par exemple. Il faut prendre le corail ou le bus pour côtoyer à nouveau ce qu'on appelait les classes populaires. Donc il y a une coupure véritable, les centres-villes, n'en parlons pas, le prix du mètre carré au centre de Paris et dans les villes de province est devenu si élevé que là aussi, il est tout à fait dissuasif, évidemment, donc c'est une forme de ségrégation. La coupure, vous dites qu'il y a une coupure aujourd'hui, entre quoi? Exploitants, exploités? Où vous situez la coupure? On peut les nommer de mille manières, mais dominé. C'est une coupure qui, de toute façon, en dernière instance, est liée à des éléments matériels, c'est-à-dire à l'argent, évidemment. C'est-à-dire que dans le centre de Paris, on peut avoir la meilleure volonté du monde pour y vivre. Bon, si on est smicard, c'est impossible. Donc on peut encourager les gens à travailler. On peut bien travailler avec des heures supplémentaires en tant que smicard pendant 150 ans. Il sera très difficile de s'acheter un appartement dans le coin. Là, vous voyez, vous habitez à Rennes. Oui, j'habite à Rennes. Mais vous savez, la boboisation de Paris fait que le centre s'est déplacé jusqu'à l'extrémité. Hein, oui, tout à fait. Aujourd'hui. Et que... Oui, c'est donc inquiétant. C'est plus où les pauvres vont pouvoir aller. Mais pour vous, cette rupture, cette coupure, vous la situez en dehors de l'exemple parisien immobilier, plus largement, entre classe dominante et classe dominée? Elle est plus largement, comme je le disais, puisqu'on la voit à l'échelle des continents. Alors il est évident qu'il existe une bourgeoisie africaine, une classe dominante africaine, mais enfin elle est tout à fait réduite. C'est un continent qui, pour une grande part, est livré à la misère. Enfin, c'est tout à fait évident. Et nous savons aujourd'hui par des chiffres, au plus, que ces inégalités s'accroissent. Et c'est donc à la fois des clivages intercontinentaux, internes au continent. Enfin, dernièrement, les derniers rapports chiffrés nous disent, par exemple, que 3 milliardaires américains à eux seuls possèdent davantage que 160 millions d'Américains, vous voyez, pas d'Indiens, d'Américains. C'est donc un clivage social, 3 personnes, là on est sous le registre de l'Ancien Régime quand même, c'est de ça dont il est question, si bien que la question d'écrire librement, la question d'écrire même tout simplement, ne peut pas ne pas se poser dans cette configuration-là, sinon la littérature devient un folklore au fond. Je dirais même que la question de la fiction vient s'inscrire là-dedans. C'est-à-dire le fait d'inventer une histoire est tributaire de ce que je viens de dire. C'est-à-dire inventer une histoire dans un monde plus égalitaire, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre, ça n'est pas la même chose que se mettre à la place de l'autre dans un monde où on ne le côtoie plus, par exemple. Écrivain d'histoire, ça vous va? Je suis tenté qu'une étiquette soit... Pourquoi pas? Oui, Malraux était écrivain d'histoire, au fond. Hein. En ce cas, je ne vais pas... Oui, ça vous va. C'est un bon précédent. Hein. Oui. Non, je vous pose la question parce que ce qui est le plus intéressant quand on débat avec des historiens de livres comme le vôtre, parce que ça les interpelle, hein, c'est toujours de savoir qu'est-ce que la littérature peut apporter à l'histoire. Autrement dit, qu'est-ce que vous, Éric Vuillard, vous proposez aux historiens comme regard que eux n'ont pas eu ou n'ont pas pu avoir? Parce que l'historien a des limites. Ces limites, ce sont les sources, ce sont les archives. Il ne peut pas se permettre d'interpréter les Blancs, en tout cas pas trop, ni d'inventer, ni d'imaginer. Vous autorisez totalement, puisque même si ce ne sont pas des romans, en tant qu'écrivain, vous avez le droit d'imaginer tout ça. Est-ce que, justement, vous ne commencez pas votre travail là où l'historien l'arrête? Je ne sais pas si l'historien ne s'autorise pas Michelet, si on le prend, disons, pour l'origine de l'histoire moderne, comme j'en parlais là précédemment, se permet tout de même pas mal de choses, inventer des dialogues. Michelet est considéré par les historiens comme un écrivain. Oui, alors remontons le courant vers nous, et le problème est de trouver le point de séparation réelle. Alors si on remonte très très loin, je feuilletais justement en réfléchissant à ces questions Georges Duby récemment, donc son livre sur Bouvines. Ça commence en quelques lignes sur le dimanche, son statut religieux, etc. Et puis il nous dit, et je me souviens dans mon enfance de ces paysans, c'est de l'histoire.
Je me souviens dans mon enfance de ces paysans. C'est tout à coup, il évoque un souvenir d'une façon lyrique. Il ne peut pas nous faire une note de bas de page en nous expliquant, eh bien, j'ai fait un travail par ailleurs sur les paysans et statistiques. Cette impression que j'ai de mon enfance est justifiée par les sciences sociales. On le voit aussitôt, l'élément subjectif est introduit tout de suite. Or, c'est un historien. Mais ce qui nous emporte dans Duby, enfin dans ses premières pages et dans le reste de ce livre et de beaucoup d'autres, c'est l'écriture, en fait. C'est l'écriture, non pas au sens seulement du style, ça n'est pas un ornement. Enfin, c'est pas simplement de dire Duby écrit bien, c'est formidable, il a de l'esprit, etc. C'est que la prose de Duby est traversée par un impératif de vérité. C'est-à-dire ce qui structure la prose de Duby, ce qui l'entraîne, ce qui entraîne une prose quand elle nous touche, c'est qu'il a une visée. Alors, on le voit d'ailleurs, la fin du Dimanche de Bouvines est une fin très lyrique autour de Dieu, enfin métaphysique, qui est sans rapport au fond avec les capacités normales, enfin d'un historien. C'est-à-dire ce à quoi il est autorisé au fond à parler. C'est le mot ? Comment ? C'est le mot. L'historien ne s'autorise pas, mais Duby s'autorise. Oui, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Oui, mais à quel moment, à quelle époque ? Je veux dire, pour s'autoriser comme Duby, d'abord il faut s'appeler Georges Duby, avoir une œuvre derrière soi et même devant soi, mais aussi il faut avoir ce talent particulier. Il y a très peu d'historiens qui ont eu le talent d'écriture, pas au sens de l'ornementation, mais de l'écriture au sens le plus littéraire qui soit de Georges Duby. Mais vous conviendrez qu'il est historien et que ça ne le. C'est pas parce qu'il écrit de cette façon que ça Brodel, l'extrait de. Vous pourriez citer Brodel également. Oui, bien sûr, absolument. Oui, je suis bien d'accord. Donc, au fond, ce que je veux dire, c'est que peut-être que pour écrire l'histoire, il faut justement ce rapport au mot, cet abandon à l'écriture, cette confiance et cette défiance dans le langage qu'a Georges Duby. Pour le dire d'une façon plus concrète, lorsqu'on écrit, on a tous d'ailleurs le même genre de soucis depuis l'enfance, quand on écrivait des rédactions, par exemple. Le souci de bien commencer, vous savez, les enseignants d'ailleurs nous le disent, et à juste titre, il faut trouver une amorce, un début, quelque chose, donc une première phrase comme ça qui emporte, et on sait bien que les écrivains les cherchent, puisqu'il y en a de très célèbres dans l'histoire. Hein. Il y a celle d'Aurélien d'Aragon sur Bérénice qui est très drôle, elle était laide, etc. Bon, ça fait rire tout le monde, une phrase comme ça, bien frappée, le Céline de ça a commencé comme ça, puis on pourra en citer plein, vous voyez. Donc ces amorces ont leur importance, et puis on voit bien que les fins de chapitres, les fins de paragraphes et les fins tout court de livres ont elles aussi leur importance, qu'on appelle la chute au fond. Et pourquoi ? Pas parce que là encore ce seraient des ornements architecturaux, un petit médaillon par-ci, c'est joli à la fin, etc. C'est seulement que lorsqu'on commence, il faut un point d'appui réel. Donc évidemment que le ça a commencé comme ça, tout à coup sur la guerre mondiale, nous place aussitôt dans une perspective râpeuse, dans un réalisme d'un autre ordre que les réalismes qui avaient précédé. Ça oblige donc celui qui écrit il y a une promesse qui est faite en quelque sorte à celui qui va lire et que lui est en train de se faire à lui-même en écrivant et qu'il va falloir tâcher de tenir. Et bien cette promesse, au fond, c'est elle qui nous tend lorsqu'on écrit, que l'on soit historien ou écrivain ou sociologue ou philosophe, vers une fin possible. Et donc on poursuit une vérité qui est fuyante, qu'on essaie évidemment d'attraper dans ce qu'on appelle la chute, et qu'on rate toujours en partie, puisque la vérité ne peut pas malheureusement se dire tout entière. Oui, mais l'art de l'amorce et de la chute, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est pas l'école. Hein. Mais je veux dire qu'à l'école, on nous en parle déjà. Enfin, non, mais à l'école, et là, c'était l'introduction et la conclusion. Mais c'est pas du tout la même chose. C'est bien pire. C'est justement après l'école, à l'université ou après l'université, qu'on désapprend aux anciens élèves à faire de l'introduction et de la conclusion. Les mauvais premiers romans sont des romans qui commencent par une introduction et une conclusion. Oui, mais je pense qu'on nous parle aussi enfin en tout cas moi, j'ai le souvenir de chute, d'amorce. Vous voyez, il faut trouver une chute. On n'a pas fréquenté la même école. Hein. C'est possible. Non, ce que je voudrais dire, moi, ça c'est pas une question, c'est que j'espère que vous lirez pas seulement le dernier livre, L'Ordre du jour, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais que ça vous donnera envie de lire les autres livres d'Éric Vuillard, parce qu'ils sont tous faits avec cette même démarche depuis Conquistador, qui consiste à faire un pas de côté. Et je tiens que Éric Vuillard apporte à notre intelligence de l'histoire contemporaine, surtout une intelligence des détails, une perception,
une perspicacité, des intuitions qu'on ne trouve pas chez les historiens. Sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, il y a quand même une bibliographie considérable. Des rayons, vous en avez lu, hein, des rayons et des rayons entiers de bibliothèques, mais qui ne disent pas ce que vous dites. Alors peut-être que vous arrivez à le dire grâce à eux, parce qu'eux ont fait tout un travail de synthèse, de recherche que vous n'avez pas pu faire, puisque ce n'est pas votre métier et ça prend très très longtemps. Mais vous arrivez avec quelques mots, avec un sens de l'ellipse remarquable, à faire comprendre des choses aux gens qu'ils croyaient connaître. Vous leur faites découvrir des choses qu'ils croyaient déjà connaître. Et ça, c'est remarquable. Toujours ce théâtre d'ombre, la comédie du pouvoir et tout ça derrière. Je pense qu'il y aura des questions, donc je voudrais, avant ça, terminer sur le livre qui va paraître, le prochain, et que vous avez pratiquement fini, je crois, qui est un peu la suite, en quelque sorte, de l'ordre du jour, et qui concerne l'Indochine française. Alors, je pense que ça va être un livre qui va être encore plus cruel que les autres, parce que j'en ai lu des pages dans la NRF, et il y a des portraits, notamment des grands officiers français, dont j'ai oublié les noms tout d'un coup, qui étaient les responsables de l'engagement français en Indochine, qui sont pas piqués des vers. Alors, dites-nous d'abord, vous avez le titre ? Non, pas. Enfin, oui, mais j'en suis pas encore certain. J'hésite. Donc, quelle est la tranche historique que ça concerne ? Alors, strictement, on peut dire la 45, donc le début de la guerre d'Indochine jusqu'à Dien Bien Phu, donc en 54. Mais au fond, il y a des ramifications, comme souvent dans mes livres, puisque, évidemment, quand on raconte un épisode, par moment, il faut remonter dans le temps, ou au contraire, aller plus avant pour comprendre. Ça encercle les choses d'une façon qui, je crois, les fait voir. Donc, je remonte, quelquefois, très loin, mais disons surtout justement à la Deuxième Guerre mondiale, et il m'arrive d'aller un peu plus loin aussi. Et qu'est-ce que ça dit d'autre que ce que ça raconte ? En fait, c'est difficile sans parler trop du livre, au fond, et de sa structure. C'est un livre, ce que je peux en dire, c'est que c'est un livre qui se partage au principal entre trois choses. Ce dont on parlait tout à l'heure, l'idéologie, c'est-à-dire la fabrication de l'image au principal, non pas de l'Indochine justement, mais parce que je raconte ce qui précède pour en quelque sorte introduire justement le propos, l'image de la France libre, le rapport qu'elle entretient notamment à ses colonies, aux colonies françaises, donc la propagande en quelque sorte. Le deuxième mouvement porte sur la vie parlementaire française, et le troisième sur les armées, dont vous en connaissez les extraits. Et évidemment, tout ça se frotte de façon un petit peu curieuse. Donc ce que le livre raconte, ce sont les étincelles un petit peu entre ces trois blocs, au fond. Trois blocs chronologiques qui se suivent. Hein. Oui, qui se suivent, mais qui en même temps se chevauchent, puisque, vous savez, sur la guerre d'Indochine, la guerre d'Indochine inaugure un mouvement un peu curieux alors d'abord de défaite, évidemment, de la France, mais où l'armée accuse les hommes politiques, en gros, de lui tirer dans le dos. Voilà. Donc il était intéressant de déployer ça et de se rendre compte que d'abord les militaires se sont pas mal tirés dans le dos tout seuls, quoi. Et puis surtout de voir ce monde politique qui était finalement pas en grand désaccord avec les militaires. J'ai pas eu l'impression qu'il les tirait dans le dos, j'ai plutôt l'impression qu'il les poussait. Vous connaissez un petit peu, à travers nos conversations et à travers vos livres, bien sûr, j'ai le sentiment que vous devez quand même vous interroger de manière assez dure et sans complaisance sur la question de savoir comment des hommes français qui ont été des héros de la résistance et de la France libre ont pu eux-mêmes basculer à ce moment-là dans quelque chose qui pouvait être de l'ordre de la barbarie. C'est ça ?
Oui, il y a quelque chose comme ça, bien sûr. Oui, oui, c'est pour ça qu'il était intéressant de regarder aussi, quelle que soit la sympathie qu'on peut avoir pour elle, l'habillage de la France libre, et notamment dans son rapport avec les colonies, puisque c'est là qu'est le décalage, au fond, le plus important. Alors il y a des choses qu'on connaît très bien, évidemment, mais au fond, si on regarde, alors évidemment, la France libre face à la France, au nazisme, à la résistance, bon là, tout ça est formidable. Enfin, il y a des épisodes glorieux. Mais face aux colonies, c'est tout à fait autre chose. À ce moment-là, le point de vue, disons, le rapport change, et le point de vue idéologique qui était le leur devient vacillant. Et c'est ça qui est intéressant, et qui, évidemment, il apporte... Oui, politiquement, moralement, enfin, sous plusieurs registres. Mais alors, je me demande comment vous allez traiter de Dien Bien Phu. Est-ce que c'est un acte d'héroïsme? Est-ce que c'est un acte gratuit, gratuitement désespéré? Comment vous l'interprétez? En tout cas, c'est un acte fichtrement mal pensé. Hein. C'est déjà la première chose. Non, mais ça, tout le monde sera d'accord. Voilà. Oui, mais c'est un point important. C'est-à-dire, ça montre il y a là un degré d'incompétence qui, du coup, traduit aussi une arrogance. Enfin, c'est-à-dire. Rappelez quand même les noms de vos personnages. Navarre. Oui, Navarre. Enfin, c'est Navarre qui est à ce moment-là, et Castres qui s'occupe de Dien Bien Phu. Oui. Castres, il n'en sort pas grandi de votre histoire. Non, ça, non. Mais enfin, il serait tout de même curieux, puisque c'est un des moments, vous savez. D'abord, ce qu'il y a d'intéressant, en fait, autour de ces choses, c'est que l'histoire, au fond, française, les historiens s'y intéressent assez peu, en fait. Si bien que, pour une part, ces épisodes ont été préemptés par l'extrême droite, au fond. Donc on a beaucoup de récits sur l'Indochine qui, au fond, viennent d'historiens marginaux, on peut dire, ou de passionnés par l'Indochine. Voilà. Et donc une masse considérable de documents, d'images aussi, etc. Et donc tout un discours, et le discours dominant, donc de cette partie de la réflexion consiste à dire effectivement que c'est un acte absolument héroïque, peut-être désespéré, et donc en somme, si j'ai bien compris, la France serait toujours héroïque dans ses victoires comme dans ses défaites. Voilà. Et même dans des défaites d'ailleurs qui seraient, qui s'adosseraient à aucun projet émancipateur, à rien du tout. Donc bon, et du coup il s'agissait de regarder le point militaire aussi, c'est-à-dire l'héroïsme c'est très bien, mais enfin ce camp méritait-il d'être monté? Quelle est la stratégie de Navarre? Comment le gouvernement français le soutient? Pourquoi? Et pour juste raconter l'épisode où il est donc nommé par le Premier ministre, celui-ci lui dit je vous ai nommé. Donc il lui fait part de sa nomination. Navarre lui dit vous savez, c'est un même embêtant, je ne connais pas du tout l'Indochine. Il lui dit justement c'est un atout. Donc, voilà. C'est quand même le climat, l'ambiance générale. Voilà. Castres n'en sort pas grandi sous votre plume. Non, mais je ne suis pas le seul quand même. Il a eu Est-ce qu'il y en a un qui en sort grandi dans l'aventure, du moins chez vous? Vous voulez dire parmi les militaires français? Non, enfin, ce serait quand même difficile en plus, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, enfin, dans un monde comme le nôtre, quel curieux récit ce serait aujourd'hui d'essayer d'aller repêcher comme ça un bon militaire français, où il y en a eu, bien sûr. Pourquoi raconter son histoire, enfin, dans l'état du monde, vous voyez, tel qu'il est. On pourrait, dans un autre état du monde, peut-être un jour le raconter. Il me semble qu'aujourd'hui, ce serait malvenu. Compte tenu du fait qu'on a traduit peut-être, je crois, 4 ou 5 récits de Vietnamiens sur la guerre, c'est à peu près tout depuis. Attendons qu'il y en ait quelques centaines de traduits pour raconter la glorieuse histoire de quelques sympathiques français, disons, pendant la bataille de Dien Bien Phu. Oui. Les récits sont des questions d'équilibre, vous voyez, c'est-à-dire, ce serait très curieux, ce serait comme, toute proportion gardée, vous voyez, essayer de raconter l'histoire d'un nazi finalement pas entièrement bouffé par l'idéologie, ayant tâché, vous voyez, dans le contexte actuel, ça serait quand même, et d'ailleurs hors contexte un peu étrange, c'est pareil, je vois pas la raison que j'aurais d'aller essayer de repêcher ce genre de figures. Non, ce qui est plus intéressant, c'est d'essayer de s'appliquer à regarder les figures d'abord qui ont été aux commandes quand même. Il ne s'agit pas d'aller chercher dans les angles un soldat comme ça, un vétéran sympathique, mais de regarder qui était Castres, quelle était sa carrière, quel a été son rôle. Et quand on nous parle de gloire et d'exploit, il faut tout de même savoir que pendant toute la durée de la bataille de Dien Bien Phu, Castres n'est même pas sorti de son bunker. Si c'est ça la gloire... J'ai l'impression que votre prochain livre, ça ne passera pas tout seul.
Et qu'il y aura, Ça des dépend dans débats. quelle région. Oui, parce que, vous savez, l'Anschluss, c'est une chose, mais c'est loin, et puis c'est les autres. Là, c'est nous, et ça va être plus compliqué, et tant mieux. Je serais peut-être bien reçu au Vietnam. Voilà. Si on peut avoir de la lumière, comme ça, on peut laisser la salle intervenir. Alors nous sommes deux avec des micros, et c'est très gentil de votre part de vous signaler quand vous avez une question à poser, puisqu'on enregistre, on a besoin d'avoir vos voix. Voilà. Oui. Bonjour, je tenais déjà à vous remercier infiniment pour la qualité de cet entretien auquel nous avons assisté, et également M. Assouline pour la façon dont vous l'avez mené. Et je voulais juste revenir, quand vous parlez le pas de côté, effectivement, que Éric Vuillard insuffle comme ça dans ses romans, et vous l'amorciez à un moment donné sur une question où on aurait voulu peut-être avoir la réponse, mais vous êtes parti sur le 14 juillet, cette fameuse ligne de tank, effectivement, qui rentre effectivement dans le pays natal d'Adolf Hitler. Est-ce que ça a été votre point de mire? Est-ce que, parce que j'étais collégien il y a 30 ans, on a tous effectivement eu des livres d'histoire, mais jamais on en entend parler, jamais. Et ce pas de côté, c'est le vôtre. Et donc du coup, est-ce que vous l'avez construit un peu en disant ça sera le cœur, parce que moi je suis ressorti de ce roman en disant il faut absolument que je place ça dans une conversation à table, personne ne le sait, quoi. Merci. Non, en fait, justement, c'est pour ça sans doute que sur la question sur le mot détail, j'étais peut-être un peu, non pas en désaccord, mais enfin réservé. C'est compliqué. Enfin, ça demanderait, je crois, à être déplier cette question, c'est qu'en l'occurrence, d'abord, je ne pense pas que ça soit tout à fait un détail, mais surtout, c'est dans Churchill, dans les mémoires de Churchill. Donc vous voyez, si c'était dans une pièce, là encore, à conviction, cachée pendant longtemps, écrite dans une langue inconnue, mais c'est vraiment en librairie depuis toujours, tout le monde lit les mémoires seulement. Effectivement, la lecture est une activité particulière. Au fond, j'ai lu, moi, 2 fois ces mémoires, et la première fois, je n'y avais pas prêté attention, pour une raison qui n'est pas, je pense, idéologique au sens fort, qui est seulement que je connaissais mal la Deuxième Guerre. C'était ma première lecture des mémoires, et donc je les lisais. À ce moment-là, elle me servait à constituer le socle de mes connaissances sur la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc j'attendais d'autres événements. J'attendais le Blitz, j'attendais de savoir ce que Churchill allait dire, les grands discours, enfin, etc., etc. Si bien que j'ai dû passer dessus sans y prêter beaucoup d'attention. Ça m'a peut-être fait sourire à l'époque, et puis hop, c'était terminé. Je m'imaginais peut-être, gamin, en le lisant, que tout le monde connaissait l'épisode, vous voyez. Et puis, des années plus tard, en fait, un ami, quelqu'un de ma famille m'a offert les mémoires, pensant sans doute que je les avais pas lus, bon, j'imagine. Et puis, effectivement, ils étaient dans un grenier depuis longtemps, avec d'autres livres, parce que j'en avais trop. Bon. Et je me suis dit, tiens, je vais les feuilleter, du coup, de nouveau. Et j'ai commencé à les relire, et puis, en les relisant, d'abord, ça m'a plu à nouveau, comme la première fois, donc je me suis laissé entraîner, et je suis arrivé à ce chapitre sur la panne de tank, et à un autre chapitre qui m'a servi pour le livre, qui est donc le même jour, le déjeuner d'adieu de Ribbentrop chez Chamberlain à Downing Street. Et ces 2 événements, au fond, alors là, à ce moment-là, m'ont frappé. Ils m'ont frappé pourquoi ? Parce que mes connaissances de la guerre étaient plus du tout les mêmes, enfin 20 ans ou 25 ans étaient passés, et tout à coup, ça devenait des événements saillants qui me permettaient d'un côté d'expliquer un certain nombre de choses que je croyais, d'opinions que je pouvais avoir, par exemple, sur la politique d'apaisement, et puis ça venait, disons, redistribuer les cartes, reconfigurer le savoir, pour une part, que j'avais fixé, enfin qui s'était fixé en moi sur la Deuxième Guerre. Donc voilà pourquoi le mot détail est problématique, puisque d'un côté, oui, on peut dire que c'est un détail, un déjeuner à Downing Street, mais enfin, le déjeuner de celui qui vient d'être nommé ministre des Affaires étrangères, qui a été ambassadeur, qui a été une sorte aussi d'espion du Troisième Reich, comme ça, au cœur de la vie britannique, qui d'ailleurs le jour même téléphone, comme ça, à Göring, dans une conversation complètement contrefaite pour blouser les espions, et qui ce jour-là fait en gros mariner à peu près tous les hommes politiques les plus importants de Grande-Bretagne, pendant que l'un des pays européens est en train d'être envahi par l'armée de son propre pays. Évidemment, c'est quand même une scène tout à fait délirante et importante. On ne peut pas en parler comme d'un détail. Quant à la panne de tank, non plus. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer, et d'ailleurs on sait aujourd'hui que c'est évidemment pas le cas, que la Grande-Bretagne et la France ont
ignorer les problèmes à la fois mécaniques et surtout les problèmes d'intendance, puisque ça n'est pas seulement dû au fait que l'armée allemande à ce moment-là était, d'un point de vue mécanique et technique, pas prête. C'est que improviser le fait d'envahir un pays, quand bien même le pays vous accueille à bras ouverts, ça ne peut pas se faire comme ça. Si même là tous dans cette pièce nous décidions de prendre nos bagnoles et de faire 1000 km, on aurait des pannes, sans doute des difficultés, il faudrait se ravitailler, mais si on partait comme ça, il faut par exemple savoir qu'il n'y avait pas de carte d'Autriche, d'état-major suffisante pour se diriger, que donc une partie des tanks se sont dirigés sur des guides de voyage, vous voyez, par exemple. Donc tout ça est tout à fait improvisé, et le degré d'improvisation explique en partie cet événement. Et donc voilà le problème du détail. Voilà. Est-ce que c'est un détail, pas un détail? Je ne crois pas qu'on puisse qualifier ça à proprement parler de détail. C'est plutôt ce qui vous fait parler, je pense, de détail, c'est le fait que c'est révélateur, au fond, puisqu'on associe les deux mots aujourd'hui pour des raisons. Et donc c'est plutôt, je crois, quelque chose comme des moments de lecture, on pourrait dire un peu où symptomal, où quelque chose se révèle, et de la même manière que dans le passage qu'on évoquait tout à l'heure sur Halifax, donc visitant Hitler et Göring. Ce moment où Halifax nous parle donc des pompes d'Hitler, c'est révélateur au fond de sa cécité sociale. Et c'est ça qui m'intéresse plutôt, c'est la lecture au fond. D'ailleurs, dans Les Heures sombres, j'y reviens, il y a un détail, mais Churchill dit lui-même, et la parole est exacte, qu'il n'a jamais pris le métro de sa vie. C'est un détail révélateur. Une autre question, oui. Question, madame. Attendez, c'est le micro. Ah. Alors, en fait, vous dites à la fin, parce qu'en fait, je les donne dans le texte. C'est pratique. C'est pratique, c'est-à-dire au moment même où je parle des mémoires d'Halifax, je dis que c'est dans les mémoires d'Halifax. Du coup, c'est même quelque chose d'un peu curieux. C'est-à-dire, je raconte un texte qui existe, en somme, à l'intérieur de ce chapitre. Seulement, je le raconte effectivement à ma manière, à partir d'un détail du texte, voilà, que je développe au fond. Puisque, là encore, sur l'idée des détails, ça c'est intéressant, c'est qu'au fond, il y a effectivement une question d'échelle qui se joue. De ce point de vue-là, le mot de détail n'est pas du tout injustifié. C'est-à-dire, si on regarde l'Autriche envahie, si on me donne 2 phrases ou 3 phrases pour résumer ce qui se passe le 12 mars 1938, je vais dire, on est pressé, on dit, écoutez, l'armée allemande envahit l'Autriche et les Autrichiens l'accueillent à bras ouverts. Terminé, c'est bon, voilà. Et puis si on me dit maintenant, vous avez 10 phrases, vous voyez, je ne raconterai pas le même Anschluss, et puis plus j'ai de phrases, et plus... Donc ce que je fais, c'est regarder un point au fond des mémoires d'Halifax, et puis je le grossis, je m'intéresse à sa famille, du coup, ce que ça m'a fait, ce que ce passage m'a affecté d'une certaine manière, et à l'endroit où il m'a affecté, j'essaie de comprendre au fond ce qui s'y joue. Donc voilà, je cherche ses origines familiales, je cherche d'où il venait, qu'avait-il fait à ce moment-là, que va-t-il faire plus tard, vous voyez, ce genre de choses. Et donc les sources, pour revenir à votre question, je préfère les citer dans le corps du texte, parce qu'à la fin, le problème que l'on a est le suivant. C'est que je pourrais mettre les quelques textes que je cite finalement déjà, donc, et rajouter les mémoires de Churchill, puisque ça je crois que je ne le dis pas, mais enfin je l'ai suffisamment dit après pour qu'on le sache. Mais vous voyez, je mettrai une dizaine, une quinzaine de textes, très bien, qui ont été essentiels à l'écriture du livre, au fond, qui ont épousé l'écriture du livre. Et puis après, j'aurai des scrupules. On va me dire, oui, mais il faudrait mettre les grands historiens quand même de l'Anschluss, sans quoi j'aurais vraiment l'air ou d'un ignorant ou d'un saligot, donc je les mettrai. Et puis vous avez commencé à l'université, après, c'est pareil. On se dit, oui, mais si je ne donne pas les historiens vivants, j'aurais vraiment, vous voyez, je vais me les aliéner. Donc dans votre cas, vu l'épaisseur de votre récit, la bibliographie risque d'être plus épaisse que le livre. Hein. C'est ça, voilà. Merci. Donc c'est dangereux. Hein. Mais vous mettez encore du texte. Non, un qui aurait pu le faire, c'est Jonathan Little dans Les Bienveillantes, un livre qui fait 600 pages, et il ne cite aucune source. Or, son livre n'existe pas sans les historiens. Donc il aurait pu leur rendre hommage, et quand je lui ai reproché, il m'a dit, pour l'édition américaine, je le ferai sur un site internet de l'éditeur. Il ne l'a pas fait. Et je veux dire que Les Bienveillantes, sans Raoul Hilberg, ça n'existe pas. Sans un certain nombre d'historiens, Yann Kershaw et d'autres. Là, il peut se permettre de citer, et ça coule bien dans le cours du récit, les mémoires d'un tel et les mémoires d'un tel.
Mais moi, quand je parle de détails, ce n'est pas un reproche, au contraire, parce que sais bien. j'adore ça. Parce que pour moi, la vérité est dans le détail. Donc, au contraire. Alors, je crois qu'il y a monsieur, madame. Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous aviez fait relire par un historien votre livre avant de le faire publier, ou si vous aviez pris conseil, et si ensuite, après la publication, vous aviez eu des discussions avec des historiens qui étaient venus vers vous. Ensuite, je voulais savoir si parmi vos sources, il y avait des sources de première main du terrain, ou si c'est uniquement donc, des livres, des mémoires, des livres d'historiens, etc. Et ma dernière question, c'est sur ce que vous avez dit par rapport au rôle du livre qui fait une sorte d'équilibre. En fait, vous avez parlé des inégalités croissantes dans notre société d'aujourd'hui, et puis donc dans cette société, voilà, les livres comme le vôtre jouent un rôle d'équilibre. Et qu'est-ce que vous pouvez dire de plus là-dessus? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une visée par rapport à ça, à faire équilibre, et à aussi peut-être, dans une société où il y a beaucoup de manipulation, peut-être d'ouvrir les yeux au public? Enfin, est-ce que vous avez une visée particulière là-dessus? Voilà, je voulais que vous développiez ça. Merci. Vous êtes historienne? Non. Ah bon, non, c'est juste comme ça. Non, relire non, parce que ce serait curieux, parce que vous voyez, dans l'idée même de faire relire, comment dire, les historiens comme les sociologues, enfin l'université d'une certaine façon incarne le savoir, on peut dire. Faire relire son texte, ça signifierait donc se mettre comme ça sous l'œil du savoir. Enfin, ça signifierait un rapport au savoir très curieux, au fond, comme s'il était, vous voyez, hypostasié dans une partie du corps social, etc. Ce que je ne crois pas du tout. Donc, si on se faisait tous relire nos textes, pourquoi pas, mais tant qu'on n'en est pas là, je les fais relire à des amis, voilà, dans lesquels j'ai confiance. Je les confie pas à la science, si vous voulez. Je ne crois pas non plus, d'ailleurs, que le clivage soit si fort. Enfin, c'était le début un petit peu de la discussion. C'est-à-dire, vous voyez, quand j'évoquais Duby, c'était pour dire que le rameau qu'est l'histoire ne s'est pas séparé, à mon avis, entièrement de la littérature, au fond. C'est-à-dire que, pour le dire encore autrement, la composante subjective ou idéologique dont nous parlions est encore très forte. Donc, bon, si c'était un livre sur les mathématiques, je l'aurais peut-être soumis, mais sur l'histoire, j'ai pas jugé bon de le faire. Par contre, les discussions, il y en a eu, bien sûr. J'ai eu à plusieurs reprises, et pas seulement pour ce livre, des débats, des discussions avec des historiens, et qui sont pour le moment toujours bien passés. Alors, j'ai pas rencontré l'historien qui a commis cet article affreux sur moi, voilà, mais bon, on se rencontrera peut-être, et bon, peut-être qu'on tombera d'accord, bon, ça m'étonnerait, mais sait-on jamais. Et donc, sur la documentation de première main, je crois que là aussi, c'est toujours difficile de distinguer. C'est-à-dire, pour 14 juillet, je peux répondre de façon beaucoup plus évidente, parce que le projet même que j'évoquais tout à l'heure consistait à prendre le 14 juillet totalement à rebours, d'une certaine manière, de Michelet et de toute une tradition historique. Et donc pour ça, il fallait aller dans les archives pour retrouver ces bribes d'action qui reconstituent, et de tenter de reconstituer en tout cas une action collective. Donc ça demandait des sources de première main, puisque je pouvais les trouver nulle part, au fond. Voilà, il n'y avait pas de... Là, c'est tout à fait différent, puisque le livre porte sur quelque chose de tout à fait impondérable, qui est, au fond, qu'est-ce que la complaisance, qu'est-ce que le compromis, enfin, ça a de nombreux noms, vous voyez, bon. Et or, il n'y a pas d'archives de ces choses, d'une certaine manière. C'est partout et nulle part, quoi, la compromission, en moi, hors de moi, dans des archives, dans des livres, dans des images. Et puis, après, du coup, qu'est-ce qu'on appelle de première main? Quand, par exemple, je vais sur le site de l'INA et que je regarde les actualités filmées que tout le monde peut voir en 5 minutes, est-ce que c'est un document de première main? Je ne l'ai pas trouvé chez un historien. Ce n'est pas un historien qui m'a dit, en note de bas de page, allez voir les actualités du jour de l'Anschluss. Je les ai cherchées, mais en somme, bon, il faudrait être un peu... Si vous voulez, j'ai pas eu comment dire, à porter des caisses de documents et à chercher à l'intérieur. Bon, j'ai cherché un certain nombre de photographies, de films notamment, et puis il m'est arrivé d'aller rechercher des documents qui étaient cités par des historiens. Alors, et surtout d'exploiter... pour des raisons bien précises, les archives du procès de Nuremberg, qui ont été surexploitées, qui là encore, vous voyez, je les ai commandées, donc on peut obtenir aux États-Unis des photocopies assez facilement, au fond, dans des fonds d'archives, sur des points précis, évidemment, quand on a les cotes d'archives, donc ce que j'ai fait aussi, mais voilà, c'est pas le même travail, en tout cas, que 14 juillet, où j'étais obligé de me retrouver face à une masse énorme de documents et de les trier. Vous voyez, là, j'avais par moments des sources qui étaient indiquées que je prenais
prenais différemment, comme par exemple la rubrique nécrologique qui me sert à construire en partie le chapitre qui s'appelle « Les morts ». Elle était citée par un historien de l'Anschluss qui tenait une revue, la revue Austriaca, qui était une très bonne revue de recherche sur l'Autriche et sur l'Anschluss. Et donc je suis allé la chercher, je l'ai commandée, j'ai obtenu donc l'article de presse et je l'ai du coup... enfin, j'ai travaillé sur le document, si vous voulez, mais voilà. Ce qui m'importait le plus au fond pour ce livre... dans le rapport au document, ce dont je me suis aperçu au fur et à mesure, c'est que c'était, compte tenu de son thème, je crois, mais pas seulement, un livre qui s'est construit autour de différents événements. D'abord, il n'est pas uniquement polarisé par un événement comme 14 juillet, mais par plusieurs. Pas seulement d'ailleurs l'Anschluss et la journée, enfin la fin d'après-midi du 20 février 1933. Il y a la visite d'Halifax. Donc il y a plusieurs événements comme ça qui polarisent le récit. Et au fond, à chaque fois, il est polarisé autour d'un document particulier. C'est pour ça d'ailleurs que je ne les cite pas à la fin, au fond, puisque ce sont eux mes sources, qui peuvent être parfois donc les mémoires d'Halifax, une autre fois une photographie de Schuschnigg, une autre fois le journal de Günther Anders, une autre fois un bout de correspondance de Benjamin, une autre fois le passage d'un journal autrichien le 12 mars 1938, et le texte se construit autour de ça, alors avec évidemment l'aide de beaucoup d'autres livres, hein, mais autour de cet événement-là, parce que l'opinion que j'essaie de me faire à la fois des prémices de la guerre et des étranges glissements de compromission qui ont eu lieu à ce moment-là, requérait en quelque sorte cette construction à la fois unitaire et éclatée, qui est, je crois, en partie celle de nos opinions. C'est comme ça que nous pensons. Nous fabriquons nos opinions à partir d'éléments hétérogènes, une photo qui nous a bouleversés, le passage d'un livre qui nous a convaincus, une conversation qui nous a marqués, et tout ça ensemble forme un agrégat plus ou moins stable, en fait qui varie avec le temps évidemment, qui sont nos opinions et qui nous permettent au fond de penser. Et c'est comme ça que le livre est construit et que du coup la documentation entretient un rapport très intime au fond avec la construction même du livre. Ah pardon. Oui, c'est vrai, il y avait autre chose. Ah oui. Alors, non, ça c'est... Je crois que... comment dire ? Je crois qu'il est très difficile d'en faire quelque chose, en quelque sorte, consciemment, si vous voulez, directement. C'est-à-dire de ces deux mondes que j'évoquais tout à l'heure, je vois mal comment on pourrait, en l'état de la coupure, justement, se dire « je vais raconter quelque chose de cette coupure » sans être aussitôt indécent, au fond. Je crois plutôt qu'il faut intégrer fortement dans sa vie quotidienne, au fond, et intellectuellement, enfin, et pratiquement, cette coupure comme étant un drame, au fond, dont il faudrait sortir, évidemment, et malheureusement, ce ne sera pas très facile, et que du coup, le simple fait de le savoir, en tout cas, évite un certain type justement d'indécence et rebat là encore les cartes, et peut-être que pour une part c'est simplement le récit qui est le nom de ma manière de réagir à ça, si vous voulez, c'est-à-dire tenter non pas d'inventer ce que l'autre peut penser et de fabriquer un personnage fictif, mais de m'en tenir modestement au fait à partir de certains événements, et qui du coup, comme tous les événements de l'histoire, font en dernière instance écho à notre temps. Voilà. Oui, j'ai une demande de précision par rapport à un passage à la fin de votre livre qui est glaçant. C'est les familles de juifs de déportés qui, vous le citez, donc demandent à Krupp et probablement aux autres industriels, mais vous citez Krupp, demande d'indemnisation pour évidemment le décès, la disparition de ces déportés, et vous citez des montants qui sont ridiculement bas, et pire, vous dites que les premiers ont eu, si je me souviens bien, $1000, et puis la seconde vague de demandes, ça s'est abaissé à $500, et puis les derniers qui se sont manifestés, en fait, Krupp aurait répondu que
en fait, il n'y avait plus d'argent et que les Juifs avaient coûté trop cher. Ce qui est évidemment très choquant. Antisémite. Oui, mais ma question, c'est plus, si vous avez la réponse, c'est à cette époque-là, ces grands industriels étaient quand même, et l'Allemagne était sous la responsabilité donc des États-Unis, de l'Union soviétique, de la France, de l'Angleterre, et quelle a été, d'abord sur quelle base ces montants ont été établis, et quelle a été la position justement des autorités qui avaient la tutelle de l'Allemagne, quoi. Parce que ça paraît très choquant, quoi. Oui. En fait, c'est sur la base de négociations d'avocat à avocat. Hein. C'est évidemment pas un groupe directement, hein. Ce sont les avocats du Konzern et les avocats de ces associations d'anciens travailleurs forcés qui négocient, au fond. Donc c'est le fruit d'une négociation d'ailleurs longue et pénible, en fait. Et donc c'est un rapport de force, si vous voulez, avec le temps, l'usure. Bon, les gens finissent par signer un papier et dire bon, c'est toujours ça. Et c'est surtout parce que c'est la marque, d'une certaine manière, d'une acceptation, enfin par groupe, que ces choses-là se sont bel et bien produites aussi. Hein. Donc il y a une donnée, enfin je pense qu'il y a un poids moral aussi dans ça. C'est-à-dire quand on n'a pas eu de condamnation directe, on obtient par le truchement de la négociation une sorte d'aveu, au fond. Voilà. Ça c'est le premier point. Alors il y avait ça dans votre question, pardon. Les autorités, oui, donc, les autorités ne sont pas intervenues. Elles ont été d'une. Si, il y a eu par moments des interventions, mais au fond du fond, si vous voulez, en tout cas avec les groupes, elles ont été tout de même d'une complaisance absolument abyssale, puisque ce sont précisément les autorités américaines qui, alors je voudrais pas dire de bêtises, je me souviens plus, c'est entre 51 et 53 que Alfred Krupp, donc qui a été condamné à Nuremberg à de la prison, va être libéré par McLaw et va aussitôt, alors qu'il avait été condamné, donc à perdre son patrimoine, enfin la direction. Ah, il avait été condamné. Oui, tout à fait. Ouais. Il a été condamné dans le procès des industriels. Ah bah oui, il a été lourdement condamné, mais il est libéré donc beaucoup plus tôt que prévu dans un contexte de guerre froide, et aussitôt, surtout, il va retrouver la tête du Konzern, vous voyez, avec non seulement les dividendes, mais tout ce que la guerre a permis, si vous voulez, au Konzern d'accumuler comme richesse supplémentaire. Et puis le dernier point qui est intéressant, je pense, par rapport à ce que vous dites, c'est d'aller voir aujourd'hui, vous pouvez le faire très simplement, sur le site, il faut fouiller un petit peu, mais c'est pas très compliqué, sur le site ThyssenKrupp, puisqu'ils ont eu la joie de fusionner entre eux, et donc il y a un petit chapitre historique, qui est tout à fait sympathique sur la guerre, puisque vous y trouvez en gros 3 registres à peu près. Le premier, ce sont les progrès techniques absolument inouïs qui ont été accomplis, Dieu merci, par les aciéries Krupp en matière de tout traitement de l'acier, etc. pendant la guerre. Donc, alors là, vous en avez des tartines. Voilà. Ensuite, vous avez un assez long passage sur les déboires de santé de Gustav Krupp, qui fait la couverture de mon livre, qui malheureusement a été frappé par une sénilité précoce, vous voyez, les responsabilités, etc. Et ensuite, vous avez quelques lignes sur le procès de Nuremberg, mais qui sont vraiment très, très courtes. Donc, il y a un problème de proportion. D'accord. Merci. Non, simplement, c'est une petite addition. Je suis beaucoup ce qui se passe avec l'Allemagne, ou Nicht kann Deutsch reden, wenn Sie wünschen. Mais vous voyez, Krupp, ils sont aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui commandent des tanks. Hein, et donc, c'est Krupp qui fournit. C'est vraiment, c'est une oligarchie. Hein. Ils ont vraiment, il y a un marché, mais ils utilisent 4 chapeaux. Ils ont 80% du marché pour les chars, hein, qui sont vendus, vous voyez, dans beaucoup. Il faut dire qu'ils ont une expérience absolument hors du table. Hein. Oui, ils avaient une expérience. Et puis d'avant la Deuxième Guerre, ça remonte loin. Une expérience. Donc, si vous voulez, l'histoire n'est pas tout à fait terminée. Vous voyez, parce que ils ont l'Allemagne a toujours eu des tanks, quoique les premiers tanks, c'était les Français qui les avaient faits pendant la guerre de 14. Mais donc, je voulais me permettre de... La remarque que monsieur avant a faite à propos du remboursement, après, moi ça me fait penser à autre chose, mais quoique c'est toujours l'Allemagne. Dans l'Allemagne de la fin des années 30, au lendemain de la nuit de cristal,
Vous savez que des synagogues ont été brûlées, il y a eu énormément de dégâts, des magasins qui ont été cassés, des vitrines, etc. Les compagnies d'assurance ont refusé de prendre en charge les dommages qui avaient été faits aux assurés juifs au motif que ce genre de dommages n'était pas assurable, pas prévu par la police d'assurance. Effectivement, il n'y a pas la clause mythe cristal dans la police d'assurance. Et ça, voilà, ça me fait penser un petit peu à ça. Une autre question ? Devant, monsieur, depuis tout à l'heure, qui lève la main. Merci. Pour en revenir aux tanks, on a appris dernièrement également que l'armée turque utilisait des tanks d'origine allemande pour faire la guerre aux Kurdes, donc dans le prolongement de ce qui a déjà été dit. Mais je voudrais relever un autre point, le détail du détail. En fait, le terrain a été déjà très bien préparé en Autriche, et vous le montrez bien dans votre livre. L'armée allemande a été accueillie à bras ouverts. Donc l'armée allemande n'avait pas finalement besoin d'être prête pour entrer en Autriche. Et ma question, c'est comment trouvez-vous les détails significatifs ou les anecdotes ? Est-ce que vous les cherchez pour étayer une théorie, ou bien vous les trouvez par hasard au détour de lecture, et au fil des lectures et des anecdotes, vous montez un scénario pour écrire un livre? Oui, en fait, c'est par hasard, c'est-à-dire, comme tout le monde, je lis sur plein de trucs qui m'intéressent, et par moments, il y a quelque chose comme ça, on peut dire, d'un détail significatif ou révélateur, donc qui rebat un petit peu l'idée que je pouvais me faire de telle ou telle chose, et parfois ça me sert à rien, et d'autres fois ça me sert. Je pense à l'un d'eux, un document comme ça concernant justement l'Indochine. Je regardais une actualité filmée donc du temps, et on voit Martino Desplat, ministre, se déplacer en Algérie en pleine guerre d'Indochine et faire un discours devant l'Assemblée algérienne et dire, après avoir parlé des puits de pétrole, etc., nous avons retouché l'œuvre de Dieu. Bon, c'est tout de même frappant. L'œuvre de Dieu, ça mérite un hommage marqué. Et donc, j'ai trouvé que c'était tout à fait significatif, par exemple, ça, du ton et d'une certaine ambiance dans un certain milieu de ce temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se figure assez mal, on sait bien, évidemment, ces choses, mais on se figure assez mal, tout de même, quelqu'un parlant à une assemblée d'Algériens et osant leur dire « Je suis venu chez vous et retoucher l'œuvre de Dieu ». Vous voyez, ça avait été pas mal fait, c'est vrai, les djebels, le désert, c'est beau, bon, mais il manquait les derriques, les exploitations électriques, etc. Et c'est beaucoup mieux. Voilà. Et sur ce ton d'emphase, de bêtises, enfin ce nouage d'arrogance, d'aveuglement, et encore une fois en pleine guerre d'Indochine. Vous voyez, c'est ça qui est en plus frappant. Ça serait un petit peu avant, et on se dirait bon, il est con, mais enfin bon. Là, il risque de mettre le feu aux poudres, quoi. C'est délirant presque. Hein. Donc voilà, ça c'est des choses qui me frappent. Et puis du coup, elles peuvent rester comme ça en suspension. Elles m'aident à penser. Je me dis tiens, bon voilà. Et puis petit à petit, elles peuvent faire, ça rejoint un petit peu ma réponse de tout à l'heure, elles peuvent faire système. Tout à coup, système, en tout cas, elles s'agrègent comme ça les unes aux autres, parfois, et là, je me dis, ça peut rester là encore à l'état de pensée ou de réflexion, mais par moments, ça peut susciter un désir d'écrire. Il faut aussi, évidemment, que, tout d'abord, susciter un désir d'écrire, ça veut dire que certains épisodes donnent envie d'être réécrits. C'est-à-dire en eux-mêmes, ils sont porteurs, en gros, d'une intrigue, d'une narration. Mais c'est pas tout. C'est que le fait d'écrire, le fait d'abord de mettre en scène même, permet sans doute, me semble permettre de comprendre davantage, de saisir quelque chose que je n'ai pas encore tout à fait saisi. C'est au fond en écrivant ce passage sur ces actualités que j'ai entendu, d'ailleurs vraiment, nous avons retouché l'œuvre de Dieu. Quand je l'avais entendu comme ça, l'actualité, et regardé, j'y avais pas prêté tant d'attention, mais elle m'a plu, quelque chose me troublait dans cette actualité, j'ai donc écrit sur cette actualité, et en l'écrivant, je me suis arrêté sur « nous avons retouché l'œuvre de Dieu ». Et là, il s'est passé quelque chose. Encore que là, c'est une phrase
Permettez-moi juste une parenthèse, parce qu'on fait à peu près les mêmes genres de recherches pour nos livres respectifs. Vous pouvez être certain que l'écrivain qui cherche le détail, il est sûr de ne pas le trouver. Les détails, ils apparaissent à la lecture des livres, sans prévenir. Simplement, il faut être disponible pour ça. Les détails étaient là depuis très longtemps, mais la plupart des historiens ne les ont pas lus, ne les ont pas vus. Ils ont lu les livres, ils n'ont pas vu les détails. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas l'œil disponible pour ça. Ils ont l'œil disponible et l'esprit pour autre chose, les grandes synthèses, pour un certain nombre de choses. Et puis, à part ça, il y a le fait qu'on cherche plus volontiers, quand on est écrivain, dans des mémoires et des journaux intimes et des correspondances, et parfois inédits. Juste une parenthèse, mais pour un livre sur Sigmaringen, le château de Sigmaringen et l'exil des collaborateurs, vous n'imaginez pas le nombre de détails que j'ai pu trouver dans le journal inédit de Marcel Déat, qui était donc ministre de Pétain, et qui était à Sigmaringen du début à la fin. Son journal, c'est 40 000 pages inédites. Elles sont sur microfilm, parce que personne ne peut publier ça. C'est impubliable. Il écrivait tous les jours une 50aine de pages. C'est un fou, hein. C'est un normalien fou. Bon. Et il donne même, évidemment, tous les menus, ce qui est un détail formidable pendant la guerre. Mais les saisons, les fleurs, il va faire une promenade tous les jours, les fleurs, les fleurs dans les champs, en Bavière ou dans une région proche, à l'époque, moi, j'en ai aucune idée. Nous, on n'en a aucune idée. On ne va pas faire des recherches là-dessus. C'est très compliqué. Si ce n'est pas dit par quelqu'un de l'époque qui s'intéressait qu'à ça, il y a des gens, des mémorialistes, qui ne s'intéressent qu'à ça, les détails les plus insignifiants. Eh bien, c'est grâce à eux. Donc, il faut aller aussi vers certains types d'ouvrages, de documents, en se disant, on va lire, puis on verra bien ce qui nous frappe. Hein, c'est ça. Hein. Oui, puis, alors il y a parfois des détails qui peuvent être des détails de montage, si je puis dire, puisque celui-là sur nous avons retouché l'œuvre de Dieu est associé au fait qu'on a la guerre d'Indochine au même moment, ce qui accroît le côté, disons, un peu ridicule et dramatique du coup de cette emphase. Mais parfois il y en a qui sont plus franchement de montage. Il y en a un qui m'est venu à l'esprit, dont je me suis un peu servi, qui est que j'avais cherché tout à coup, pensant à Junger, en fait, un peu méchamment, j'ai eu l'idée de chercher dans son journal ce qu'il racontait le jour du Veldiv. Et qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là ? Eh bien, ce jour-là, il se promène, il va chez Bérès. Bon, il voit passer les camions, comme tout le monde, hein, mais il va chez Bérès pour acheter des livres d'occasion, c'est-à-dire des livres chers. Et il nous raconte, si je me souviens bien, justement, il achète des planches, je crois, de très belles fleurs dessinées, etc. Et c'est tout à fait cruel que de raconter, cruel et justifié, je crois, que de raconter comment cet homme intelligent qui a vu passer, qui était sans doute informé de ce qui se passait d'abord, mais qui a vu, comme tout le monde, passer des camions de police toute la matinée, voilà, arrêtant du monde, se rend, lui, dans l'après-midi, tranquillement, pour aller acheter des livres luxueux. Donc ça, c'est un détail de montage, puisqu'en soi, en rester simplement au livre luxueux, bon, on peut dire, il vit sur la bête, quand même. Hein, bon. Mais quand en plus, on est le jour de la rafle du Veldiv, évidemment, ça prend une autre couleur. Quand on trouve un détail et qu'on est frappé, soit on en rit, soit on en est stupéfait, je crois qu'on se dit naturellement, si nous on est stupéfait, le lecteur sera stupéfait. Si nous on en rit, le lecteur va en rire et ça lui fera le même effet. Je donne juste un exemple parmi d'autres. En 1940, le général de Gaulle est installé à l'hôtel Lutetia. Il est ministre de la guerre. Le gouvernement va partir pour se retrouver après à Bordeaux. Et donc, vers minuit, des motards ainsi que des voitures officielles arrive devant l'hôtel Lutetia et un motard téléphone au général de Gaulle, enfin au colonel de Gaulle, ministre de la guerre, pour lui dire « Nous partons, nous vous attendons en bas. Pouvez-vous descendre ? Il faut partir impérativement. Le gouvernement se replie. » Et donc de Gaulle descend donc en tenue de tankiste. Hein. Et puis on lui dit, il y a les voitures qui sont là, les moteurs tournent devant la porte du Grand Hôtel. Et on lui dit dépêchez-vous, parce que bon. Et il dit
un instant, s'il vous plaît, et il va à la réception, et il a cette parole historique. Ma note, s'il vous plaît. Et il a payé sa note. Il avait passé une semaine à l'hôtel. Bon, c'est vrai qu'on n'imagine pas Giscard d'Estaing faire une chose pareille. Mais bon. Comme vous y allez avec Giscard. Voilà, c'est un détail qui m'a été rapporté par des témoins, qui est dans un journal inédit, etc. C'est le genre de choses qui a l'air tout à fait anodin, mais qui donne l'esprit de la situation et du personnage, puisque le même personnage par la suite sera le seul président de la République qui paiera ses notes d'électricité et ses timbres-poste, tout en habitant à l'Élysée. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de retrouver Éric Vuillard à la librairie? Sinon, si Éric Vuillard me le permet, j'ai envie de poser une question à Pierre Assouline. On a eu le grand plaisir de vous entendre travailler votre client sur la dimension politique et idéologique de son écriture. Et je voulais savoir dans quelle mesure cette dimension a joué dans la décision du Goncourt. Alors, comme vous le savez, je suis tenu au devoir de réserve. Enfin, on est entre amis. Voilà. On est entre amis. Personne ne travaille pour le Canard enchaîné. En principe. Hein. Sauf peut-être toi. Non. Ou Mediapart. Bien sûr que ça a été évoqué. Certains autour de la table, j'ai droit, on dit c'est une lecture, oui, orientée de l'histoire. Et moi qui étais, comme il le sait de toute façon, donc il n'y a pas de secret, j'étais toujours, depuis le début, pas très partisan d'Éric Vuillard et de son livre et des livres précédents. Et j'ai dit oui, bien sûr, mais tant mieux. Tant mieux. Donc ça a été ce qui aurait pu être un obstacle et un argument à contrario a vite été désamorcé finalement. Parce que c'est vrai que chez ceux qui étaient non pas contre, parce qu'il a été mis sur la liste très tôt à l'unanimité. Dès le mois de juin, on a dit alors celui-là, on le garde, même si c'est un livre sorti au mois de mai, c'est pas grave. Et ça a été unanime. Donc après, ce sont des gens qui avaient envie qu'un autre livre passe plutôt que celui-ci. Et voilà, pas de gens qui étaient contre. Donc cet argument politique, il a été évoqué et très vite désamorcé. Merci. Je vous propose, on pourrait parler encore pendant des heures, ceux qui veulent continuer cette conversation, de le faire autour d'un livre assigné à la librairie du Rond-Point. Donc je vous remercie